Sur les vitraux du château de Chambord, on peut lire la fameuse expression, plutôt misogyne, « souvent femme varie ». Eh bien, quand on parcourt le fleuve, on se rend compte que la Loire aussi a quelques changements d'humeur. C'est ce qui en fait son éclat. Le peintre William Turner n'aurait pas dit le contraire, la preuve avec cette première invitation au voyage. Un immense ruban de lumière qui fend la terre de France sur plus de 1000 kilomètres. Dernier fleuve sauvage du continent, la Loire voit sa largeur fluctuer au gré des saisons. Tel un gigantesque miroir, sa surface reflète ainsi les lumières et les couleurs de ses coteaux, baignant les paysages d'une atmosphère évanescente. C'est cette ambiance que le peintre britannique William Turner décide de venir capter à l'automne 1826. Lui, le peintre de marine qui a immortalisé nombre de ports outre-Manche, entreprend de remonter le fleuve depuis son embouchure jusqu'à Orléans, soit la portion allant du coucher du soleil vers le levant. Un périple durant lequel l'artiste va laisser libre cours à ses impressions et sèmera, sans le savoir, les germes de la révolution artistique impressionniste. C'est à Nantes que débute le voyage ligérien de Turner. Au fond de l'estuaire, telle une vigie gardant l'entrée du fleuve, la cité bretonne est alors la première halte rencontrée par les voyageurs venus de la mer. Elle est aussi à l'époque le premier port de France, comme en témoigne en son cœur le vieux quartier de l'île Feydeau. Une ancienne île de la Loire dont les quais, aujourd'hui comblés, focalisent le regard du peintre. La richesse de Nantes au XVIIIe siècle, elle vient du trafic maritime et en grande partie, pour une période donnée, de la traite négrière. Et donc, les armateurs se sont fait beaucoup d'argent très vite. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'argent très vite? On construit. Et ils ont construit le Nantes du XVIIIe. Et le Nantes du XVIIIe, c'est des grands immeubles de tuffeau. Ces grands immeubles, eh bien, représente l'apogée du port de Nantes. Cette intense activité a pour Turner quelque chose de familier. Car il y a dans ce grand port du Royaume de France bien des points communs avec les docks britanniques qu'il a tant de fois arpentés. Même mouvement des hommes sur les quais, même dynamique jusque dans l'ondulation que dessinent les façades des immeubles qui, bâtis sur de la vase, forment une gigantesque vague de pierre. Turner tire des croquis et des aquarelles dont cette marine centrée sur ce quai grouillant de l'île Feydeau. Ce qui l'intéresse, c'est de voir cette activité. L'architecture est un décor et c'est l'activité humaine dans une architecture et avec une lumière. La ville n'offre pourtant pas qu'un cadre maritime rassurant à Turner. Elle est aussi la promesse du fleuve, dont le cours majestueux débute immédiatement en amont de la ville, après les premières lignes de pont. À mesure qu'il quitte l'estuaire de la Loire et son atmosphère maritime, le peintre découvre les paysages fluviaux de la basse vallée du fleuve et entame par là même un lent cheminement artistique. William Turner est juste à la charnière où il va basculer dans la peinture qui met en avant la lumière. Ce qu'il a envie de faire partager comme ressenti, et non pas ce qu'il voit réellement. Cette mue, Turner va l'engager sur les 90 km qui séparent la ville de Nantes de la cité d'Angers. Une portion que connaît bien Giovanni. Italien ayant succombé au charme de la région, il a embarqué ce matin-là un de ses amis photographes à bord de sa Toux cabanée, un bateau traditionnel à fond plat, entièrement restauré par ses soins. Alors pourquoi je suis tombé amoureux de la Loire? Bah pour ça, pour tout ça, pour les couleurs, pour la faune, pour la flore, pour le calme, Quand on arrive sur la Loire, en fait, c'est un peu comme si on s'arrêtait dans le temps.
fait une pause, on est là. Puis 3 heures après, on a vécu autre chose. C'est juste magique. La particularité de la Loire, c'est que justement tous les moments sont différents, mais tous les moments sont beaux. Il m'est arrivé de passer des journées avec de la pluie, mais c'est sympa quand même, quoi. Enfin, je veux dire, à chaque instant, il y a des couleurs différentes, il y a des sensations différentes. On est toujours dans le paysage, mais un paysage qui bouge sans cesse. Donc c'est finalement jamais le même paysage. Le peintre William Turner navigue ici au début du mois d'octobre. La période idéale pour capturer ces tapis de brume matinale qui se déroulent sur les paysages. En faisant le choix de remonter le fleuve, il s'assure également d'avoir le soleil de face lorsque celui-ci se lève à l'aube. Les gens font toute une histoire avec les couchers de soleil. Mais quand ils sont profondément endormis, moi j'observe les effets du soleil qui se lève, que je trouve bien plus beau. Quand cette lumière ne faiblit pas, alors on peut la peindre. Moi, je viens chercher ici des moments qui sont un peu rares, un peu furtifs. On a des lumières qui sont très belles, mais qui durent un laps de temps assez court. Et c'est vrai que le plaisir, c'est d'aller chercher les instants rares. Et là, des matins comme ça, pour un photographe, c'est vraiment ce qu'on cherche quand on aime la nature. Ça demande souvent du temps et de l'énergie, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a la photo, on est content, quoi. On a eu la chance d'avoir pas de vent en plus. C'est-à-dire que quand le soleil se reflète sur la Loire, la lumière est renvoyée comme un réflecteur naturel. Et si vous avez un matin avec beaucoup de vent, l'eau est très ridée et vous n'avez pas du tout ce même rendu. C'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue visuel, quoi. Je comprends pourquoi Turner avait fait des peintures dans la région sur la Loire. Parce que moi, je cherche la même chose, finalement. Et les photographes qui sont naturalistes ou animaliers ont la même démarche, quoi. Cherchent à peu près les mêmes ambiances, quoi. Ce sont ces lumières fugaces et ces cieux démesurés que Turner va chercher à saisir. Pour les reproduire au mieux, il ose une technique nouvelle. À mesure qu'il avance sur la Loire, il fond sans cesse davantage les motifs dans l'aplat des couleurs. Turner imprime ainsi la lumière. Sur la Loire, il se laisse guider par ses émotions artistiques quand au détour d'une courbe, un site pique au vif sa curiosité. Les Folies Siffet, sur la commune du Cellier. Sur cette portion, le fleuve se resserre pour se frayer un chemin dans les contreforts schisteux du massif armoricain. Soudain, la verticalité surgit au beau milieu du paysage ligérien. Ici, on est dans la partie de la Loire la plus étroite, contrairement à ce qu'on peut voir plus haut du côté de Saumur, où la vallée est très large. Et je pense que ces effets de rétrécissement sont assez visibles. Aux Folies Siffet, il y a principalement un dénivelé assez important, avec une belle perspective qui descend brutalement sur la Loire. Un relief particulier qui, avant Turner, a été façonné par un original. Maximilien Siffet, receveur des douanes. C'est lui qui, au XIXe siècle, a édifié ce jardin romantique, composé d'un dédale de fausses ruines antiques, de trompe-l'œil et de pas moins de 23 terrasses en escalier ne menant nulle part. Ce jardin fantasmagorique, cette folie architecturale, fait le bonheur de Turner. Depuis son bateau, il croque cette extravagance et s'en amuse en réinventant les reliefs et les dénivelés, n'hésitant pas à distordre la réalité.
Tous les croquis qu'il a laissés en remontant la Loire sont d'une précision topographique parfaite. Et on ne peut pas imaginer qu'il ne voyait pas très bien. Donc c'est certainement une volonté. Ou une évolution aussi dans sa peinture, parce qu'il était dans le détail architectural avant, et après il est dans une impression. À mesure qu'il avance sur le fleuve, l'imagination prend le dessus. D'autant que nombre de ses toiles ne sont pas peintes directement sur le terrain, mais quelquefois plusieurs mois plus tard depuis l'atelier anglais de l'artiste. William Turner s'affranchit ainsi des conventions picturales. Il n'hésite plus à mélanger différents lieux, différents motifs pour composer un seul tableau. Seul compte son ressenti. Sur cette portion du fleuve flanquée d'éperons rocheux, ces impressions de lumière diaphane, de lignes d'horizon où le ciel et l'eau se confondent, sont palpables. C'est sur ces rives qu'une des plus célèbres œuvres de Turner a peut-être pris naissance. Et je pense que quand il a peint un tableau comme Scarlet Sunset, il a fait sans doute le rassemblement de plusieurs tableaux. Certains disent qu'il a été peint sur la Loire, d'autres pas. Et le soleil est en face et devrait éblouir, mais la couleur dépasse l'éblouissement. Ce tableau aurait pu s'appeler Impression soleil levant. Quand Monet est allé à Londres, il a découvert le tableau de Turner. Donc on parle d'un demi-siècle après. Et il semblerait qu'il s'en ait inspiré pour réaliser le fameux tableau Impression soleil levant, qui a été à l'origine de l'impressionnisme en France. Une révolution artistique dont Turner aura écrit les prémices et qui a pris racine dans les paysages lumineux et évanescents du plus long fleuve de France. Obsession de Turner pour la lumière, à tel point que la presse de l'époque va se moquer de son utilisation excessive des couleurs chaudes et du jaune. Comme quoi personne n'est à l'abri d'une erreur, y compris les critiques. La Loire, c'est donc le fleuve le plus long de France. Elle prend sa source au Mont-Gerbier de Jonc, mais y a-t-il des joncs au Mont-Gerbier de Jonc? C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. La Loire, c'est 1020 km d'aspiration et ça a fonctionné sur plus d'un. Turner, le peintre anglais, n'est pas le seul. Le Suisse Félix Vallotton s'est laissé envoûter comme son collègue par le fleuve. Les écrivains aussi, Clément Marot, Jean de La Fontaine, Joachim du Bellay, James Joyce, qui reprend une légende ligérienne, ou Julien Gracq. Chez les artistes, la Loire coule à flot. Avec beaucoup d'élégance, l'auteur français Maurice Genevoix décrit ce fleuve aux menteuses langueurs, aux brusques et terribles colères. Des colères, la Loire en a piqué des grosses. En 1856, elle provoque des centaines de brèches dans les digues, se répand sur près de 100 000 hectares et submerge en partie les villes de Blois ou de Tours. Aujourd'hui encore, des plaques sur les maisons entretiennent le souvenir de cette crue. Pour beaucoup, la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Par rapport à d'autres, son cours et ses berges sont quasiment restés à l'état naturel. Et malgré quelques pollutions, la Loire attire les saumons qui la remontent, les lamproies qui s'y déploient et les martins pêcheurs qui y pique-niquent, les cyclistes sur les berges, les châteaux qui ont poussé dans le coin comme des champignons. La Loire, c'est la biodiversité en version XXL. Mais c'est surtout un fleuve qui se permet tout et n'importe quoi. D'abord son chemin. Elle coule du Massif central à l'Atlantique, alors qu'il aurait été beaucoup plus facile pour elle de tracer tout chousse vers la Méditerranée. Ensuite, les écoliers l'apprennent depuis longtemps, la Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc, aux confins de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Celui qui prend le temps d'aller jusque-là est surpris. D'abord, y a-t-il des joncs au mont Gerbier? Mais surtout, il n'y a pas une source de la Loire comme on l'apprend en classe, mais des sources, comme le pommeau d'une douche